BFM Business, leur H, la question du jour. Benjamin Morel, rebonjour, merci d'être avec nous, politologue, donc je le disais, maître de conférence en droit public à Paris 2, Panthéon-Assas. Benjamin Morel, donc il y a passation de pouvoir en ce moment, on le voit bien, il y a même en ce moment même celle qui fait le plus gloser, c'est celle de Nicole Belloubet à Dupond-Moretti. Est-ce que ce gouvernement, il est de quoi est-il le nom ? Il est le nom de deux choses, je dirais. D'abord, d'une forme de continuité qui a pour objectif l'opérationnalité rapide. Il ne faut pas oublier qu'à partir du mois de septembre jusqu'au mois de janvier 2022, où il n'y aura plus vraiment de temps, il y a 15 mois d'agenda parlementaire effectif. Les choses vont aller très vite et, vous le savez mieux ici qu'ailleurs, on va qui plus est avoir une crise économique à gérer qui va être violente et qui va être accompagnée d'une crise sociale. On n'a pas le temps d'acclimater de nouveaux profils, donc il faut aller vite, d'où la continuité dans les ministères et d'où le fait qu'en fait, la majeure partie des ministres importants du précédent gouvernement sont restés en poste. Donc l'opérationnalité qui est masquée par deux arrivées un peu tonitruantes, en effet Éric Dupond-Moretti et peut-être également Roselyne Bachelot. Donc ça c'est le premier pilier. Ensuite il y a des messages électoraux qui sont passés. Très clairement, on a vu que l'électorat LREM et que l'électorat proche de LR pouvaient être fondamentalement désarçonnés par le départ d'Édouard Philippe. L'ancien Premier ministre était extrêmement populaire dans cet électorat-là. Or, cet électorat-là, c'est la poule aux œufs d'or en politique, en réalité. Il est composé majoritairement de CSP+, et surtout de retraités qui votent à toutes les élections intermédiaires. Si on veut bien comprendre la séquence, il faut voir que les départementales et les régionales sont visiblement maintenues. Emmanuel Macron l'a confirmé avant-hier à Gérard Larcher. Donc très clairement, on va avoir à un an des présidentielles des élections intermédiaires importantes, avec probablement une abstention record, mais cet électorat-là qui se déplacera aux urnes parce qu'il se déplace tout le temps aux élections intermédiaires. Donc il fallait lui envoyer des signaux. Très clairement, l'ancrage plutôt à droite de ce gouvernement est un signal fort qui lui est envoyé. Oui, en même temps, je pose la première partie de votre raisonnement. Je ne suis pas complètement d'accord dans le sens où c'est vrai qu'il n'y a pas autant de changements qu'on aurait pu anticiper. Mais il y en a quand même. D'accord, il y a Bruno Le Maire avec un ministère élargi. Il récupère le budget, pas la première fois, mais là au moins il l'a. Mais il y a le travail où il y a eu quand même très grosses réformes, que ce soit sur l'apprentissage et la réforme de l'assurance chômage, aussi qui est un peu dans les tuyaux, la réforme des retraites qui est à cheval entre différents ministères. Donc là, on voit sur tout cet aspect-là qui est très important avec le chômage qui est en train d'exploser. Là, il y a elle part. Là, il y a des changements et il y a probablement également une volonté de gérer ça beaucoup plus près de la tête de l'État. Donc très clairement, on voit que Jean Castex assume ce rôle-là et qu'au sein même du cabinet de Jean Castex, parce qu'il faut bien voir comment sont composés les cabinets, il y a de vraies évolutions depuis l'entrée en fonction d'Emmanuel Macron. On a vu notamment des conseillers partagés entre Matignon et l'Élysée, ce qu'on n'avait jamais vu. On a vu qu'Emmanuel Macron avait nommé les directeurs de cabinet de quasiment tous ses ministres indirectement, sauf Édouard Philippe qui le refusait. Là, le DIRCAB de Jean Castex. Le fameux Benoît Badeau-Dumas. Voilà. Et là, le nouveau DIRCAB de Jean Castex, également son chef de cabinet, viennent de l'Élysée et sont des proches d'Emmanuel Macron. On sait que Nicolas Revel, sur ces questions sociales, est quelqu'un à la fois de compétent, de proche de la vision du chef de l'État. Donc là, très clairement, ces questions qui, comme vous le disiez, sont essentielles en fin de quinquennat et vont être essentielles dans les mois futurs, vont être gérées au plus haut niveau. Oui, Nicolas Revel qui était assis à ce même micro, là où vous êtes, il y a encore quelques jours. Mais justement, sur les défis de l'assurance maladie, le défi des défis sociaux, parce qu'on voit que tous les compteurs sont en rouge sombre. Ça veut dire quelque part que là, il s'expose en première ligne à Emmanuel Macron. Enfin, il l'était déjà, mais c'est vrai qu'Édouard Philippe avait pris quand même, j'ose pas dire le mot ascendant, ça serait respectueux. Enfin, il avait pris quand même une part assez prépondérante dans l'action du gouvernement. Là, il est en première ligne. Quand vous voyez... Ça passe ou ça cape. C'est presque un qui tout double, non, d'Emmanuel Macron. C'est une forme de qui tout double, mais Emmanuel Macron a enregistré quelque chose qui est qu'il y a une forme, non pas de disparition du Premier ministre depuis le quinquennat, mais une forme d'inversion des rôles. Quand vous prenez les structures de la popularité d'Édouard Philippe ces derniers mois, ou la structure de la popularité de François Fillon quand il était Premier ministre, vous voyez que c'est plus les structures de popularité d'un Mitterrand ou d'un Chirac jadis. C'est-à-dire une forme de distance vis-à-vis de l'action, d'image de chef de l'État, qui semble s'incarner dans un Premier ministre qui est vu comme impotent, mais qui est vu un peu comme la mouche du coche. Là, très clairement, le président, depuis le quinquennat, apparaît comme celui à qui sont imputés rarement les succès, mais toujours, en revanche, les échecs. Donc pour Emmanuel Macron, il y a cette volonté de renouer avec une forme d'hyper-présidence en disant, certes,
je suis comptable des échecs, mais je veux également être comptable des succès. Il n'est pas certain qu'en pleine crise sociale, ce soit forcément à son avantage. En tout cas, c'est un risque qu'il prend. En même temps, en vous écoutant, il y a un point quand même, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête, Benjamin Morel, pardon, si je vous choque. C'est, en fait, lorsque le président Macron, on dit qu'il voulait prendre de la hauteur pour montrer qu'il était président, il avait besoin de se présidentialiser. Il y a eu la pyramide du Louvre, il fait référence effectivement au grand président. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est dans l'action. C'est pour ça aussi qu'il a été élu par des Français. C'est quelqu'un qui a 40 ans, il n'a pas l'âge d'un François Mitterrand lorsque lui était président de la République. Donc, est-ce qu'il n'a pas commis une erreur finalement? On attendait plus de l'action de la part de ce président. Ou alors, au contraire, vous qui êtes politologue, c'est pas dans nos institutions. Depuis le quinquennat, en réalité, on a des présidents qui se cherchent. C'est pas nouveau. On a eu Jacques Chirac, mais qui était une forme de continuité de, je dirais, l'ancien monde pré-quinquennat, avec une sorte justement d'aura au-dessus des partis, qui plus est marqué par sa réélection. Mais Jacques Chirac n'était pas aussi populaire en fin de mandat. Il faut jamais l'oublier. Oui. Voilà. Donc, taux de popularité extrêmement bas. C'est ça. Depuis, on a eu Nicolas Sarkozy qui a cherché justement à manger Matignon. On a eu François Hollande qui s'est construit en contre-image de Nicolas Sarkozy, mais on a vu que la présidence normale ne fonctionnait pas non plus. Emmanuel Macron est en recherche aujourd'hui de cette posture qui serait la bonne posture. La réalité, c'est que si vous conjuguez les effets du quinquennat, les effets des réseaux sociaux, les effets d'une hyper-information liée également aux chaînes d'information en continu, à une beaucoup plus grande information de l'opinion à l'instant T, il est aujourd'hui extrêmement difficile de camper la position d'un François Mitterrand, d'un général de Gaulle ou même d'un Jacques Chirac. On est vraiment dans un nouveau temps politique, et ce nouveau temps politique aujourd'hui, pour le président de la République, fonction, je ne parle pas du président actuel ou des précédents, pour cette fonction de président de la République, ça devient extrêmement difficile à gérer. Pour l'instant, il n'y a pas le bon mode d'emploi n'existe pas. Là, vous pensez qu'il va continuer les réformes qu'il doit faire? Parce que la réforme des retraites, ça on le sait. Donc Jean Castex l'a précisé dès son interview au Journal du Dimanche en disant ça va être dans les prochaines semaines. Le Ségur de la santé, ça doit être tranché d'ici quelques heures. La réforme de l'assurance chômage, les autres réformes en cours. Il s'est donné les moyens de tout conduire, Emmanuel Macron? Ça va être extrêmement compliqué. Comme je le disais tout à l'heure, de septembre à janvier 2022, il y a 15 mois effectifs. Voire un peu moins, même parce qu'il faudra bien un jour rénover l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Donc tout ça fait qu'on va avoir un temps politique extrêmement contracté, avec un projet de loi de finances rectificative, crise économique oblige, probablement tous les 2 mois. Quand on regarde aujourd'hui ce qui est prévu par le gouvernement... qui devait être voté vendredi, et puis en fait qu'il ne le sera pas à cause du changement, bien sûr. Et on en aura un autre en septembre, c'est déjà annoncé. Donc vous voyez, on va en avoir beaucoup. Ça va manger du temps parlementaire. Or, il y a extrêmement peu de temps, et quand on regarde aujourd'hui ce qui est prévu, tous les textes pré-confinement sont encore sur la table. On peut parler de la loi 3D sur la décentralisation, on peut parler de la réforme des retraites, etc. Conjugué au plan de relance, conjugué au nouveau texte, le Ségur de la santé, tout ça fait énormément de textes. Il va falloir prioriser. Pour l'instant, les priorités ne sont peut-être pas assez clairement définies. Donc, pour toutes ces raisons-là, on peut penser que les prochains mois vont encore être assez chaotiques du point de vue des objectifs et des textes. Attendons peut-être l'intervention du président de la République le 14 juillet, et puis le discours bien sûr de Petit Général qui viendra après. Jean Castex a appris qui finalement était le chef. Est-ce que vous disiez tout à l'heure quelque chose de très intéressant en disant ceux qui votent aujourd'hui aux élections, évidemment c'est plutôt des retraités ou des gens de droite. Donc c'est pour ça qu'il a choisi clairement plutôt des gens de droite. Alors ceux qui votent aux élections, c'est ce qu'on appelle l'arc centriste, c'est-à-dire ce sont en effet plutôt des retraités qui votent au centre droit et certaines parties des CSP+, qui votent plutôt social-démocrate ou aujourd'hui Europe Écologie Les Verts. Emmanuel Macron a acté que pour reconquérir cet électorat de centre-gauche votant plutôt social-démocrate ou vert, c'est aujourd'hui très compliqué. Entre lui et cet électorat, il n'y a pas que la question de l'écologie. Il y a également la question des libertés publiques. C'est un électorat qui était assez heurté par la loi Avia, par la loi anti-casseurs. Il y a également la question sociale avec la réforme des retraites. Reconquérir cet électorat aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour lui. L'électorat de centre-droit lui est beaucoup plus acquis. C'est un électorat mobilisable et c'est un électorat qui peut se mobiliser pour lui à la fois contre Marine Le Pen, mais éventuellement également contre une candidature d'union de la gauche. Est-ce que cet électorat est suffisant pour remporter les élections intermédiaires? C'est loin d'être évident parce que c'est un électorat dont on a vu qu'il rentrait au bercail, notamment aux législatives, aux municipales, c'est-à-dire qu'il revotait à droite. Et c'est un électorat qui, certes,
peut éventuellement, s'il est uni, être suffisant pour gagner une élection intermédiaire, mais n'est pas suffisant pour gagner une présidentielle. Il va falloir élargir cette base. Pour élargir cette base, eh bien, il n'y a plus qu'1 an et demi. C'est ça l'une des difficultés aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Pendant que nous nous exprimons, il y a Éric Dupond-Moretti qui prononce son premier discours en tant bien sûr que garde des Sceaux, donc du barreau au garde des Sceaux. Pour vous, ça veut dire quoi? Il y a probablement... Ça va être le feu à la maison, vous pensez? Alors, il y a probablement pour Emmanuel Macron la volonté de faire un coup et également de masquer une forme de permanence. Voilà, c'est-à-dire qu'encore une fois, on a une permanence. Donc, pour être disruptif, quand on garde à peu près les mêmes ministres, c'est compliqué. Dupond-Moretti, clairement, c'est disruptif. Ça, c'est évident. Oui. Le grand danger, c'est évidemment, au vu de la réputation, c'est loin d'être la première fois. On a entendu ça ces dernières heures. Ce serait la première fois qu'un avocat devient garde des Sceaux. C'est pas vrai du tout. C'est complètement faux. Voilà. Ça, c'est des gens qui n'ont pas de culture. Ne serait-ce que Robert Badinter. On peut oublier Robert Badinter. Donc, quand même. On a eu beaucoup d'avocats qui ont été garde des Sceaux ces dernières années. C'est pas une nouveauté. En revanche, il est vrai que c'est pas n'importe quel avocat. Il est vrai que c'est un avocat. Il a un parcours incroyable. Il a un parcours incroyable et il s'est souvent opposé aux magistrats. Il y a encore 10 jours, je suis certain de nos confrères. Voilà, si j'étais garde des Sceaux, voilà ce que je ferais. Voilà. Ça décoiffait comme mesure. Donc, ça décoiffe et très clairement, c'est un signal, un peu, le principal syndicat des magistrats a parlé de déclaration de guerre. Ouais. Donc on voit très clairement que ça crée une tension. Ce qui peut poser question, c'est que Christophe Castaner est parti pour justement s'être heurté aux policiers. Aujourd'hui, on a un nouveau garde des Sceaux dont la nomination même met en rage les magistrats. Ouais. Comment est-ce que ça va être géré? Comment arriver à tenir un ministère comme le ministère de la Justice, qui plus est, sans avoir l'aval ou au moins le soutien tacite d'une grande partie de la profession? C'est probablement très compliqué et c'est un coup de com'. C'est peut-être un coup également en termes de politique, avec une volonté de montrer que les différents errements de la justice qui ont pu être pointés ces dernières semaines sont pris en compte par le président. Mais ça peut être un coup de com' qui va se payer très cher. Et c'est peut-être un chiffon rouge, en tous les cas, devant des magistrats où il y a quand même pas mal d'affaires en cours. Hein. Juste toute dernière question très rapidement. Gérald Darmanin qui arrache au dernier moment, ça ne devait pas être lui, qui a dû faire le forcing, le poste de ministre de l'Intérieur, comme Nicolas Sarkozy. Ça veut dire que ça y est, il est sur sa rampe de lancement, Gérald Darmanin? Alors, il n'est peut-être pas sur une rampe de lancement présidentielle. Hein. C'est beaucoup ce qu'on dit depuis hier. Il faut peut-être raison garder. Il a 37 ans. Il a 37 ans, il est jeune et Emmanuel Macron n'était pas si vieux que ça quand il a lancé sa campagne. Mais aujourd'hui, très clairement, on n'en est pas là. En revanche, il est certain qu'on a une dynamique ascendante et qu'on a une dynamique ascendante, encore une fois, du personnel politique au sein de la République En Marche, qui est le personnel politique de droite. Ce qui marque bien, en fait, où ont été cherchées les compétences par Emmanuel Macron et aujourd'hui l'une des formes de déséquilibre de ce gouvernement qui, à terme, encore une fois, peut poser problème dans l'électorat. Merci beaucoup Benjamin Morel, on vous libère, politologue qui nous a un peu décrypté les risques de ce nouveau gouvernement. On verra si vous avez raison. Dans un instant, on change complètement de sujet. C'est Damien Verdier, le nouveau président du groupement des professions de services qui disent il y a un ministre de l'Industrie, une ministre en l'occurrence. Pourquoi il n'y a pas un ministre des Services qui est sans doute le premier secteur économique en France? À tout de suite.